réjoui d'accueillir M. Safer Zitoun Mohamed, secrétaire général de la LADH, pour nous parler du parcours et du combat de M. Youssef Fethallah pour les droits de l'homme et de son martyre un certain 18 juin 1994. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Je vous remercie de me donner encore une occasion de parler donc de la Ligue et plus particulièrement de son deuxième président, c'est Youssef Fethallah. J'ai essayé de reconstituer un peu sa biographie. Il avait un parcours très très riche. Sa biographie, on a essayé surtout de la reconstituer à partir d'abord du témoignage de sa fille, Reem Fethallah, qui avait 16 ans et demi lorsqu'il a été assassiné, et des témoignages des gens qui l'ont connu pratiquement le long de sa carrière, aussi bien pendant son parcours en Irak, son parcours en Égypte, au Caire, pendant donc la période avant la création de la Ligue en tant que journaliste, pendant donc la période où il a présidé la Ligue. Donc, ces témoins sont, mis à part sa fille, on peut citer un certain nombre de particuliers, Maître Zaouane, qui régulièrement donc participe à la commémoration de son assassinat, donc le 18 juin de chaque année. Les témoignages des personnes qui l'ont connu en tant que ils étaient jeunes avocats, tels que Nourdine Benissad, Maître El-Khdari, qui était membre fondateur et donc qui a fait un bout de chemin donc avec Si Youssef. Et il y a un certain nombre de je ne vous cache pas que nous avons découvert lors de ces commémorations des personnages qui étaient très effacés et qui se sont présentés simultanément pour nous dire si Fethallah, je l'ai connu. Des témoignages précieux. Des témoignages précieux. Donc malheureusement ce sont des témoignages qui sont pour la plupart oraux. Nous ne les avons pas donc enregistrés. Il y a eu quand même quelques témoignages écrits, qu'heureusement on conserve sa fille, Reem Fethallah. Surtout un communiqué, un écrit de presse qui a été fait tout de suite après son assassinat par des personnes qui l'ont côtoyé, qui l'ont bien connu, qui étaient des gens avec lesquels il avait des relations très étroites, comme les historiens Mohamed Harbi, l'historien Lemnour Merrouch, qui était son directeur de rédaction dans le journal Le Moujahid, à l'indépendance, donc lorsqu'il était journaliste. Et le témoignage du sociologue Tahar Zegak. À cela, il faut ajouter donc le témoignage de Si Zaouane. Donc à chaque fois, il nous apportait un élément d'information pendant ces commémorations. On nous disait, introduisons envers les droits de l'homme, la question des droits de l'homme. Bon, je vais peut-être parler un peu de son parcours de manière générale, avant de comment il est arrivé à être intransigeant en ce qui concerne les droits de l'homme. Il faut dire que Maître Youssef Fethallah, qui est né dans un village de la wilaya de Borj-Bouarerich, très tôt a quitté l'Algérie pour des études. Donc à l'âge de 15 ans, étudié le Zitouna, en Tunisie. Et c'était un premier contact avec les mouvements nationalistes à cette époque. D'ailleurs, ça bouillonnait à cette époque. Ça bouillonnait. Juste après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, et ce qui fait que c'est à cette époque-là qu'il s'est inscrit au PPA avec Saleh El Hajj pour, par la suite, dans les années 54, se tourner vers le FLN. Même par la suite, il est parti étudier à Bagdad, le droit. Et à Bagdad, il a fait la connaissance
dans les bancs de l'université d'un grand nombre de personnages qui sont devenus importants, qui ont eu un rôle politique dans les pays arabes. Tels que Des personnages d'Égypte, de Syrie et plus particulièrement d'Irak. Donc, puisqu'il a connu, c'était des amis qui lui sont restés fidèles jusqu'à sa mort, c'est Saddam Hussein et son vice-président Tariq Aziz, qui sont restés, qu'il a connus sur les bancs donc, de l'université. Ils lui sont restés fidèles jusqu'à sa mort. Ils ont gardé donc des liens d'amitié très, très étroits. Mais il y a d'autres personnes donc, qui ont été dans les pouvoirs, surtout quand il y a eu le parti d'El Ba'ath en Syrie, en Irak, au Liban, etc. Ça, c'est ce qui concerne donc la partie, disons, universitaire, et en même temps militante. Avant l'indépendance, donc il était actif au niveau du FLN et il avait participé, entre autres, Fil Qahira, à Sawt al-Arab, en tant que journaliste. La radio Sawt al-Arab. Et il était très actif dans la communauté universitaire, les mouvements de jeunes, etc., dans la défense de la cause algérienne, la cause de l'indépendance. Donc, ce que témoignent beaucoup de gens qui étaient au Qahira à cette époque. À l'indépendance, Youssef Fethallah s'engage comme journaliste. Le Moudjahid, donc quand il s'est installé à Alger, parce que le Moudjahid est un journal qui a été créé à Tunis. Donc il avait commencé à travailler avec eux donc à Tunis, et quand il est rentré en Algérie en 62, il a travaillé avec monsieur Menouar Merrouch, qui était rédacteur en chef à l'époque d'El Moudjahid, dans sa version langue arabe. Il y avait la version arabe et la version francophone. Alors, un témoignage de M. Menouar Merrouch, la période du coup d'État, donc la prise le redressement révolutionnaire du 19 juin, si Fethallah avait demandé, avec son accord, de ne pas sortir l'édition de la journée le Moudjahid. pour protester contre cet état de fait. Voilà, pour protester contre cet état de fait. Donc, entre 62 et 65, il était journaliste. En 65, vu le changement donc, des choses, il a été obligé de s'exiler avec un certain nombre de personnes qui étaient à l'époque au pouvoir. Donc, de l'exil de Si Fethallah a duré de 65 à 72. Et il s'est exilé en France. Donc en France, il ne s'est pas arrêté de militer, puisqu'il s'est engagé auprès de l'organisation qui a été créée par Si Zahwan et Mohamed Harbi, qui s'appelle l'Organisation de la Résistance Populaire, l'ORP. Personnellement, j'ai eu la chance de connaître certains de ces militants. Par la suite, très rapidement, il adhère aussi au Pax en 1966. Ça, c'est les témoignages de Mohamed Harbi et de Hussein Zahwan, donc qui parlent de la partie le rôle qu'il avait joué au niveau de l'ORP. Donc, dans sa période d'exil, il avait énormément, parlé de la torture qu'avait subi Hussein Zahwan en prison, parce que Hussein Zahwan était directeur de la communication du FLN au moment du redressement populaire, donc il avait un rôle très important.
C'était président d'une commission donc au niveau du FLN. Et il avait montré Désapprobation. sa désapprobation. Donc il avait été arrêté. Houa avec Béchir Hadjali. Oui. Béchir Hadjali, donc ils ont été emprisonnés dans le sud, ils ont été torturés, etc. Donc Houa à l'étranger, et il avait beaucoup parlé de cette situation. Il avait pris la défense de ce Zahwan et de M. Béchir Hadjali. On le disait aussi un grand défenseur de la cause palestinienne. Oui. Et des prisonniers palestiniens, justement dans les pays comme le Liban, en Syrie, en Jordanie. Il allait défendre ces prisonniers-là. Oui, absolument. La cause palestinienne, pratiquement dès 1991, dès qu'il a été élu président de la LAD, une des axes principaux de travail de ses activités a été la défense de la cause palestinienne. Et là, il s'est déplacé énormément en Jordanie, au Liban, dans les pays européens pour défendre cette cause-là. Dans tous les forums internationaux, il était présent et très actif dans ce domaine-là. D'après les témoignages qu'a donné par exemple Zahwan et le sociologue Tahar Zguer. Justement, durant la décennie noire, on le connaissait aussi, il était contre surtout les camps d'internement du Sud. Il a pris position. Il a fait un plaidoyer contre les camps du Sud. Il a dénoncé l'internement des militants supposés islamistes, parce qu'il y a des gens qui étaient effectivement à l'époque emprisonnés, qui disaient qu'ils n'avaient rien à voir avec cela, tout en sachant que sa position comportait beaucoup de risques, surtout cette époque-là et malgré ça, il a été très très actif dans cet aspect-là. Et surtout d'une grande probité. Et surtout de grande probité. D'après le témoignage de sa fille, elle dit que son plaidoyer a marqué si Boudiaf et l'a poussé dans le sens de fermer la fermeture de ces camps du Sud. Pour cela, sa fille est formelle, donc elle a dû certainement avoir des confidences de son père, donc comme quoi il a joué effectivement un rôle important dans ce domaine-là. Il était aussi membre de la commission d'enquête sur l'assassinat de Boudiaf. En fait, il avait même émis des réserves sur le rapport final. Oui. Alors, lorsqu'il y a eu Boudiaf, il y a une anecdote que rapporte sa fille d'ailleurs, c'est que Boudiaf appréciait beaucoup Seyf Fathallah. Et il l'avait appelé et lui a dit s'il acceptait un poste d'ambassadeur, parce qu'il avait un carnet d'adresses important et c'était un moyen de sortir du boycott à l'époque qui était imposé à l'Algérie pour tous les pays. Il devait jouer un rôle important. Je sais que effectivement on lui a proposé cela, mais il a continué. Ça ne s'est pas concrétisé jusqu'à la mort de Boudiaf. Alors, la mort de Boudiaf, Allah yarhamou, quelques temps après, si Youssef Fathallah ne s'est pas arrêté de militer, il y a deux événements, je pense, majeurs qui expliquent peut-être en partie sa mort. Le premier élément majeur, il y a eu une réunion quelques semaines à peine avant son assassinat, une réunion d'Amnesty International à Berlin, où il a pris la parole et donc sa prise de parole a été importante.
puisqu'il il a à l'époque soulevé le problème d'abord de cette atmosphère de terreur dans laquelle vivaient donc les Algériens. Donc la terreur d'un côté et la terreur de l'autre. Donc cet état de traumatisme général dans lequel vivait le pays. Il avait dénoncé les actions de torture, les assassinats sans mubarrir, les problèmes des massacres de population entière. Le problème des disparus, toutes ces choses-là, le problème des disparus, c'était un point sur lequel il a beaucoup milité. Tous ces points-là ont été donc présentés à la communauté internationale. Ça, c'est un des points majeurs dans son combat. Le deuxième point majeur, c'est le fait qu'il ait été nommé membre de la commission d'enquête sur l'assassinat de Boudiaf. Parce qu'il a été donc assassiné, il a été membre de cette commission. Certains disent président. Il faudrait que je revoie le vrai. Bon, toujours été qu'il était membre de cette commission, la commission Bouchaïrou. Je crois qu'on l'appelle comme ça. Et cette commission donc a fait des enquêtes, a émis des hypothèses et elle avait conclu à l'époque que c'était un acte isolé d'un illuminé donc qui a tué le président Boudiaf. Version qui n'a pas accepté, parce qu'il a demandé qu'on aille plus. Il fallait approfondir. Donc, il a refusé de signer à cette époque le rapport de cette commission, et donc il n'a pas signé. Très peu de temps après. Donc, il était, ça c'est le témoignage de Zaouel. Il était en réunion à Club des Pins, l'amphithéâtre à Club des Pins, le palais des Nations. Donc il reçoit donc un message de de sa secrétaire qui lui a demandé de venir donc en urgence parce qu'il y avait un dossier en urgence qui devait être traité. Et donc il a quitté le Club des Pins et il s'est donc pointé dans son cabinet. Alors il y a plusieurs versions. Il y a la version le journal L'Humanité qui a apparu le lendemain, qui dit que le cabinet était déjà occupé par un groupe de personnes armées, donc qu'il attendait et qu'il a été donc assassiné dans son cabinet. Ça, c'est une version donc, qui a été donnée par l'Humanité, par quelques reprises par d'autres journaux, mais c'est une version qui n'est pas, qui n'a pas été soutenue par les personnes donc, qui étaient proches de lui. Qui n'était pas plausible. Plausible ou pas plausible, elle n'a pas été retenue. Gallo, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors la version qui est la plus retenue à l'heure actuelle, c'est que le tueur l'attendait dans les escaliers. Bon, certaines versions disent qu'il était caché derrière la porte de l'ascenseur. Bon, le Mohim, si Youssef a commencé à grimper donc, les escaliers, il a été rejoint par le tueur qui lui a mis 3 balles dans la tête. Il a crié, le cri Tao a été entendu à l'extérieur. Il s'est affalé, le tueur est parti. Bon, mais d'après les témoignages de l'époque, il a laissé un silencieux. Il a démonté donc le silencieux,
l'alarme Tao, et il a laissé comme signature donc de son acte sans les empreintes. Pour signer où là il portait des gants, le moyen, mais on n'a pas trouvé aucune trace. علاش نحى silencieux. Un tueur et il descend le mot, il dit rien. Bon, علاش il a laissé la signature, donc certainement pour. Chacun apprécie comme il pense. On ne sait pas, jusqu'à présent, on ne sait pas. Bon, même l'enquête qui a été faite après n'a rien donné. Elle n'a rien donné. Aucune suite. Aucune suite. Jusqu'à présent, c'est certains témoignages, en général, qui se sont. Parce que on a appelé l'ambulance à ce moment-là, et il est mort en cours de route. Il n'est pas mort sur place. Il est mort dans l'ambulance qui l'a amené à l'hôpital. Bon, certains témoignages de gens qui étaient sur place et des gens de compagnons qui adoptent cette version des choses, mais l'important c'est que est-ce qu'il y a eu enquête? Je suppose qu'il y a eu enquête, mais elle n'a pas été rendue. Mais est-ce qu'il y a eu enquête crédible? On ne sait pas. On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas quels sont les résultats de ce qui s'est passé. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc d'après certains témoignages, et s'il y a des témoignages plus précis qui peuvent nous être donnés, nous sommes preneurs pour essayer d'arrêter la biographie Tao. Donc par la suite, il y a eu donc une série d'articles qui ont parlé de lui, donc dans l'Humanité, dans un certain nombre de journaux, et il y a eu un communiqué important qui a parlé de l'homme, qui était signé par Mohamed Harbi, ses proches, donc le Menouar, celui qui était son responsable de rédaction, donc un certain nombre de personnes qui ont parlé de l'homme, comment il était avant, etc. Son parcours, d'une semaine après. Et puis pendant 20 ans, on n'a pas réellement ressorti ce dossier. On n'a pas ressorti ce dossier, mis à part les communiqués officiels à chaque 18 juin de la LAD, donc qui ont été signés par Boujma Guichir. Enfin, à ma connaissance, 2 ou 3 communiqués, où il a parlé de son assassinat, et puis de la situation des droits de l'homme au moment où il y a eu la sortie du communiqué, donc un peu de la situation des droits de l'homme dans le pays. Ils avaient commencé à revendiquer à ce que le 18 juin devienne une journée nationale des droits de l'homme. Donc il y a eu quelques communiqués jusqu'à son 20e anniversaire. Le 20e anniversaire, la LAD a fait un communiqué de presse demandant à toute personne qui se considère comme étant républicaine, qui souhaite que l'Algérie aille vers un pays de paix, de démocratie, de liberté pour l'ensemble de ses enfants, où la dignité humaine est respectée. Donc dans ce communiqué-là, qui a été diffusé largement, a permis d'abord un certain nombre de compagnons Tao à venir au niveau de l'endroit où il a été enterré. Donc ils ont rencontré la famille du défunt, donc Riem et sa mère, sa sœur, son beau-frère, etc. Donc la famille Tao, qui était sur place. Et on a eu la présence
mis à part les gens de la LAD, donc on était présents. Il y a eu la présence de Maître Al-Khdari, de Maître Nourdi bin Saad, de Maître Zahwan. Pratiquement, on a réussi autour de sa tombe à faire l'unité pendant un moment donné de tous les mouvements et toutes les ligues de défense des droits. Donc autour de sa tombe. Donc les gens ont pris la parole. Il y a eu des gens tels que des condamnés à mort de la Révolution, donc qui nous ont apporté des témoignages très importants sur sa vie de militant. Et il y a eu le 18 juin surtout un article dans le Watan, le premier article qui parle de tout son parcours, réellement, et qui a été fait par Mostafa Ben Fourdel, bon, qui est connu comme poète, comme écrivain et comme journaliste, donc surtout pour le Watan. Donc Ben Fourdel, à qui je rends hommage parce qu'il a eu l'intelligence d'aller voir sa fille dans son cabinet et donc qui lui a permis de prendre connaissance des quelques articles dissidents qui ont été faits, qui ont parlé de Fethallah. Bon, mis à part les articles communs, Harbi ou Zahwan, il y a eu des articles donc tels que certains articles de la tendance Pax, donc dans l'électronique, etc., qui ont à chaque fois ressorti la chose, mais qui étaient plus ou moins maigres, qui lui a donné les communiqués à l'époque qui a été diffusé au niveau mondial d'Amnesty International, qui a repris la conférence inter qu'il avait fait à Berlin, donc tous ces qui représentent des témoignages importants ont été mis à disposition de Ben Fourdel par sa fille, par Maître Rim Fethallah. Donc ça a été un déclic important, et depuis ce jour-là, nous commémorons son assassinat. Et notre revendication, nous la partageons avec les anciens de la LAD, avec les anciens présidents, que ce soit Miloud Brahimi, ou que ce soit Gueshir Boujma, ou que ce soit l'actuel. La revendication, elle reste ferme de la LAD pour que le 18 juin devienne une journée nationale sur les droits de l'homme en Algérie, pour que la culture des droits de l'homme s'installe enfin en Algérie. D'abord au niveau des écoles, etc. Parce que si nous avons une journée des droits de l'homme au niveau national, elle va être commémorée au niveau des écoles, au niveau des institutions, au niveau d'un peu partout. Et donc, petit à petit, la culture des droits de l'homme va prendre place au niveau... Même le 18 juin, c'est une date symbole. C'est la veille du 19 juin. Ah. C'est la veille du 19 juin. C'est une date symbole. Absolument, c'est une date symbole. Mais cela fait 3 années que la proposition elle a été faite, c'est ça, c'est en 2014 que... Mais est-ce qu'il y a eu du répondant? Non, elle a été faite avant, je crois en 2011, Sigchir Boujma, il en a parlé. Hein. Non, c'est pas nouveau. Hein. On n'a pas parlé. Ça a été revendiqué avant. Hein, donc c'est pas quelque chose de... Mais est-ce qu'il y a eu du répondant des autorités? Non, absolument aucun répondant pour le moment. Il n'y a pas eu de répondant, mais je rends hommage aux journalistes comme Ben Fourdel, comme Mehni du soir, comme certains journalistes qui sont en permanence, comment dire, essayent de garder la mémoire vivante
et donc pour que nul n'oublie cet événement. Merci, monsieur Safar Zitoun. Là, c'est bon.